Il est mentalement incapable, a hurlé mon père au tribunal. Je suis resté silencieux. Le juge s'est penché en avant et a demandé, « Vous ne savez vraiment pas qui il est ?» Son avocat s'est figé. Le visage de mon père est devenu pâle. Attendez. Quoi? Il est mentalement incompétent. Mon père a hurlé au tribunal. Je suis resté silencieux. Le juge s'est penché en avant et a demandé, « Vous ne savez vraiment pas qui il est ?» Son avocat s'est figé. Le visage de papa est devenu pâle. Attendez, quoi? Avant de vous révéler le secret monumental que le juge a dévoilé, lequel a complètement détruit la vie de mon père, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Merci d'être là. Prenez une bonne tasse de café chaud, asseyez-vous, et écoutez-moi vous raconter toute l'histoire. La salle d'audience était d'un calme suffocant. C'était le genre de silence lourd, qui oppresse les tympans. Le seul bruit était le tapotement rythmique des doigts de la sténographe sur sa machine. J'étais assis à la table de la défense, les mains à plat sur le bois d'acajou poli. Je ne bougeais pas. Je ne baissais pas les yeux. Je fixais droit devant moi, laissant le métal frais de ma montre presser mon poignet. De l'autre côté de l'allée, mon père, Carter, jouait le rôle de sa vie. Son visage était d'un rouge terrifiant, les veines de son cou saillantes sous le col de sa chemise chère, taillée sur mesure. Il faisait les 100 pas, agitant une épaisse pile de papier en l'air comme une arme. Il était avocat, et la salle d'audience était sa scène. Mais aujourd'hui, il ne défendait pas un client. Il essayait de détruire son propre fils. Il a besoin d'une tutelle, votre honneur, a hurlé Carter, pointant un doigt accusateur et tremblant directement vers ma poitrine. Regardez-le. Il est une honte pour l'héritage de notre famille. Il a 29 ans, vit dans un appartement minuscule, et travaille dans un emploi de consultant imaginaire qui ne paie pas un vrai salaire. Il est profondément instable. Il est un danger pour lui-même. Et si le tribunal n'intervient pas, il va dilapider tout son héritage dans ses délires. Je n'ai pas cligné des yeux. Je l'ai juste regardé. J'ai regardé l'homme censé me protéger, tenter activement d'anéantir ma liberté. Il voulait que le tribunal me déclare légalement faux. Il voulait un contrôle total sur mes comptes bancaires, mes décisions médicales, ma vie. À côté de lui, son avocat, un type à l'air véreux nommé Ellie, faisait défiler frénétiquement un dossier numérique sur sa tablette. Ellie était censé être le pitbull de Carter, le type qui intimidait les témoins. Mais à ce moment-là, Ellie transpirait. Je pouvais voir une goutte de sueur couler le long de sa tempe. Le huissier venait de remettre à Ellie une enveloppe scellée du juge, et ce qu'il lisait sur ce papier faisait trembler ses mains. Le juge Samuel était assis, haut, derrière son banc. C'était un homme âgé, fin soixantaine, avec un visage taillé dans la pierre et des yeux qui ne manquaient absolument rien. Il a laissé Carter vociférer pendant une minute entière. Il a laissé mon père creuser sa propre tombe, mot par mot, cri par cri. Mon fils ne peut pas être fiable pour prendre des décisions de vie élémentaires, a crié Carter, claquant sa main sur le pupitre. Il est catatonique. Regardez-le. Il n'a pas dit un seul mot pour se défendre, car il sait que j'ai raison. Il a besoin d'une aide psychiatrique, et il en a besoin aujourd'hui. Le juge Samuel a lentement ramassé son marteau en bois. Il ne l'a pas frappé. Il l'a juste tenu dans sa main, laissant le poids du bois reposer sur le bureau. Il a regardé mon père, puis m'a regardé, avant de reporter son regard sur Carter. « Avez-vous terminé, monsieur Caldwell ?» a demandé le juge. Sa voix était incroyablement calme, mais elle portait une autorité glaçante qui a instantanément aspiré l'air de la pièce. Carter a rajusté sa cravate, respirant lourdement. « J'essaie juste de sauver mon fils, votre honneur. »« Sauver votre fils » a répété lentement le juge Samuel. Il a mis ses lunettes de lecture et a pris le document que le huissier avait fourni. Il l'a lu silencieusement pendant quelques secondes. La tension dans la pièce est devenue palpable. On aurait entendu une mouche voler. Puis le juge a abaissé le papier. Il a regardé par-dessus le bord de ses lunettes, directement mon père. « Monsieur Caldwell, vous ne savez vraiment pas qui il est, n'est-ce pas ?» Carter a cligné des yeux, son sourire arrogant effacé de son visage, remplacé par une confusion sincère. « Excusez-moi. C'est mon fils. C'est un garçon malade qui a besoin, arrêtez de parler, a ordonné le juge Samuel.
Ce n'était pas une requête. Ellie, l'avocat de mon père, a soudainement émis un son comme un chien qui s'étouffe. Il a attrapé la manche de Carter, le tirant en arrière. Carter, a chuchoté Ellie frénétiquement, sa voix tremblant si fort que je pouvais l'entendre de ma table. Carter, tais-toi. Regarde le document. Regarde la signature. Carter a retiré son bras, fusillant Ellie du regard. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire valoir un point au juge. Attends, quoi? A murmuré Carter. Enfin, il a baissé les yeux sur le papier qu'Ellie lui poussait sur la poitrine. Son visage est devenu pâle, blanc comme un fantôme, le sang complètement drainé de ses joues. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment un père et un fils ont-ils pu se retrouver des côtés opposés d'une salle d'audience, luttant pour mes droits humains fondamentaux? Pour comprendre le piège que je venais de lui tendre, il faut remonter le temps. Il faut voir la pourriture sous la surface brillante de ma famille. Cela a commencé bien avant ce jour au tribunal. Le ressentiment dans ma famille n'a pas explosé du jour au lendemain. C'était un poison lent. Mon père, Carter, était un avocat éminent de la ville. Il a construit son identité sur l'image de la réussite. Il portait des costumes à $1000, conduisait des voitures de luxe et appartenait au club de campagne le plus exclusif de la ville. Pour le monde extérieur, il était un pilier de la communauté. Derrière des portes closes, il était un tyran qui exigeait une perfection absolue, et j'étais sa plus grande déception. Je n'ai jamais été le fils qu'il voulait. Je ne voulais pas être un avocat impitoyable. J'aimais les chiffres. J'aimais les énigmes. Je suis devenu expert comptable judiciaire. Je traquais l'argent disparu, exposais la fraude d'entreprises et auditais des chaînes d'approvisionnement massives. C'était un travail discret, en coulisses. Mais pour Carter, si votre nom n'était pas sur un panneau d'affichage ou en première page du journal, vous n'étiez personne. La véritable star de la famille était mon frère aîné, Julian. Julian était l'enfant prodige. Il était beau, charmant, et possédait un talent incroyable pour dépenser de l'argent qu'il n'avait pas gagné. Je me souviens très bien de la dernière Thanksgiving. La salle à manger sentait la dinde rôtie et le vin rouge cher. Ma mère, Vivien, avait passé toute la semaine à décorer la maison pour qu'elle ressemble à une couverture de magazine. Nous étions tous assis autour de la longue table en acajou. Je mangeais tranquillement ma purée de pommes de terre quand Julian est entré, faisant tournoyer un nouveau porte-clés brillant autour de son doigt. Je viens de la récupérer aujourd'hui, a annoncé Julian, affichant un sourire à $1 million. Ferrari 488, rouge cerise. Le concessionnaire m'a pratiquement supplié de la prendre. Ma mère a applaudi, les yeux brillants de fierté. Oh, Julian, c'est merveilleux. Tu travailles si dur, mon chéri. Tu mérites de te faire plaisir. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Julian ne travaillait pas dur. Julian ne travaillait pas du tout. Il se faisait appeler entrepreneur, ce qui n'était qu'un mot chic pour lancer des startups qui s'effondraient tous les 6 mois, emportant généralement l'argent de mon père avec elles. Il n'avait jamais touché un vrai salaire de sa vie. Carter a levé son verre de scotch, rayonnant vers Julian. À mon fils aîné, un homme qui s'est commandé le respect sur la route et dans la vie. Ils ont trinqué. Puis les yeux de Carter se sont posés sur moi. La chaleur a disparu de son visage, remplacée par ce jugement familier et froid. Et toi, Mason, a demandé Carter, sa voix dégoulinante de condescendance. Toujours en train de jouer avec tes petites feuilles de calcul. Toujours à faire ce truc de consultant. J'ai posé ma fourchette. Je suis expert comptable judiciaire, papa. Je dirige maintenant ma propre entreprise. Nous venons de signer un contrat majeur. Je n'ai pas mentionné que c'était une promotion massive, un contrat fédéral valant des millions. Je savais qu'il valait mieux ne pas partager mes victoires dans cette maison. Elles ne seraient que minimisées. Carter a effectivement ri. C'était un son sec et moqueur. Il a jeté sa serviette sur la table. Une entreprise. Tu travailles depuis ton appartement, Mason. C'est ce qu'on appelle les chômeurs de nos jours? Un consultant? C'est un joli passe-temps, fiston. Mais soyons réalistes. Tu n'as pas de salaire stable. Tu n'as pas de vraie carrière. Tu fais semblant. Julian a souri, coupant sa dinde. Allez, papa.
Vas-y doucement avec lui. Tout le monde n'a pas la motivation d'être PDG. Certaines personnes sont juste destinées à être des personnages secondaires. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou. J'ai regardé ma mère, espérant juste un tout petit peu de défense. Mais Vivien a juste pris une gorgée de son vin et a refusé de croiser mon regard. Elle prenait toujours leur parti. Toujours. Je vais bien, ai-je dit doucement, en gardant ma voix parfaitement calme. Aller bien n'est pas la manière Caldwell a claqué Carter. Tu es une honte, Mason. Un homme de 29 ans qui ne peut même pas se permettre une voiture décente. C'est pathétique. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. J'ai juste repris ma fourchette et continué à manger. Laissez-les penser que j'étais un échec. Laissez-les croire que j'étais fauché. La vérité était que mon joli petit passe-temps rapportait plus d'argent en un seul mois que le cabinet d'avocat de Carter en un an. Mais je suis resté silencieux. Le silence était mon armure. Le dîner de Thanksgiving n'était qu'un symptôme d'une maladie beaucoup plus profonde. La véritable fracture s'était produite quelques années plus tôt, juste après les funérailles de ma grand-mère. Ma grand-mère était la seule personne de la famille qui me voyait vraiment. Elle savait que Carter était un narcissique, et elle savait que Julian était un parasite. Quand elle est décédée, la lecture du testament a lâché une bombe nucléaire sur la famille Caldwell. Elle a laissé la majeure partie de sa succession, un fonds fiduciaire massif, un héritage valant des millions, entièrement à moi. Elle a laissé à Carter une montre vintage, et à Julian, rien. Zéro. Le jour où nous l'avons découvert, Carter a jeté un verre contre le mur du bureau de l'avocat. Il a exigé qu'il conteste le testament. Il a affirmé que ma grand-mère n'avait pas toute sa tête, mais les documents étaient en béton armé. L'argent était à moi. Cet héritage a fait de moi une cible. Et Julian a été le premier à tirer. À l'époque, j'étais fiancé à une femme nommée Chloé. Nous étions ensemble depuis 3 ans. Elle était belle, ambitieuse, et je pensais qu'elle m'aimait. Mais Chloé avait un faible pour les choses qui brillent et le statut social élevé. Après les funérailles, alors que la tension dans la famille était à son comble, Julian a commencé à passer plus souvent chez moi. Il se présentait dans ses costumes chers, parlant de ses fausses affaires, agitant ses cartes de crédit. Un mardi soir, je suis rentré tôt du travail. L'appartement était complètement silencieux. Je suis entré dans la chambre et j'ai vu les portes du placard de Chloé grandes ouvertes. La moitié de ses vêtements avait disparu. Ses valises manquaient. Sur le comptoir de la cuisine, il y avait un morceau de papier plié et ma bague de fiançailles. Le mot était bref, Mason, je suis désolé. Je ne peux plus faire ça. Tu es trop silencieux, trop stagnant. J'ai besoin de quelqu'un d'ambitieux. Je pars avec Julian. Je suis resté dans la cuisine vide pendant 1 heure, fixant le morceau de papier. Mon frère, ma propre chair et mon sang. Il ne voulait même pas de Chloé. Il voulait juste prouver qu'il pouvait me prendre quelque chose. Il voulait me punir d'avoir eu l'héritage. J'ai appelé ma mère. J'avais besoin de quelqu'un à qui parler, quelqu'un pour me dire que c'était mal. Maman, ai-je dit, ma voix brisée. Chloé m'a quitté. Elle a emménagé avec Julian. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Puis Vivien a soupiré, non pas un soupir de sympathie, mais un soupir d'agacement. Eh bien, Mason, tu dois regarder les choses de son point de vue. Julian a un avenir brillant. Il est charismatique. Il va loin. Toi. Tu t'isoles. Tu ne peux pas blâmer une femme de vouloir la sécurité. Ma poitrine s'est serrée. La sécurité? Maman. Julian est fauché. Il a vidé son fonds universitaire il y a 10 ans. Il vit des cartes de crédit de papa. Je suis celui qui a un emploi stable. Ne me lève pas la voix, m'a-t-elle réprimandé sèchement. Ton frère fait de son mieux. Peut-être que si tu partageais une partie de l'argent de ta grand-mère avec lui, il n'aurait pas à lutter autant. Tu es très égoïste, Mason. J'ai raccroché le téléphone. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien cassé. Une froide et dure réalisation s'est installée en moi. Je n'avais pas de famille. J'avais juste un groupe de personnes qui partageaient mon ADN, et ils ne me valorisaient que pour ce qu'ils pouvaient m'extorquer. À partir de ce jour, j'ai enfermé mes émotions.
Je me suis entièrement jeté dans mon travail. J'ai décidé que s'ils voulaient me voir comme un échec faible et invisible, je les laisserais faire. Je deviendrais un fantôme. En tant qu'expert comptable judiciaire, mon travail est de suivre l'argent. Les gens mentent, mais les chiffres disent toujours la vérité. Environ un an après le départ de Chloé, j'ai été embauché pour auditer une entreprise de taille moyenne qui traversait une faillite compliquée. Pendant l'enquête, j'ai dû retracer une série de virements bancaires vers divers fournisseurs externes. L'un de ces fournisseurs était Caldwell et Associés, le cabinet d'avocats de mon père. J'étais assis devant mon ordinateur tard un soir, la lumière bleue du moniteur se reflétant dans mes lunettes. J'ai ouvert les dossiers financiers du cabinet de Carter. Puisqu'ils étaient un fournisseur dans un audit fédéral, leur divulgation financière publique était de bonne guerre. J'ai commencé à fouiller, juste par curiosité au début. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Carter ne luttait pas seulement. Il se noyait financièrement. Son cabinet perdait de l'argent de partout. Il avait 3 mois de retard sur les salaires. Il avait contracté d'énormes prêts à taux d'intérêt élevés auprès de créanciers louches juste pour maintenir l'entreprise à flot. Il remboursait d'anciennes dettes avec de nouvelles dettes, une structure pyramidale classique. Mais le pire était la faute professionnelle. J'ai fouillé plus profondément dans les dossiers judiciaires publics. Carter perdait des affaires à gauche et à droite. Il avait complètement bâclé un règlement de divorce massif pour un client de haut rang parce qu'il avait manqué une date limite de dépôt. Il faisait face à 2 poursuites distinctes pour négligence juridique. Il mélangeait les fonds des clients avec ses comptes d'exploitation pour payer ses cotisations personnelles au club de golf. C'était une fraude. Les costumes chers, les dîners, les cigares, tout cela était bâti sur une montagne de dettes toxiques et de mensonges. Je voulais savoir exactement à quel point le trou était profond. Je connaissais l'ego de Carter mieux que quiconque. Il croyait être l'homme le plus intelligent de toutes les pièces. Il pensait qu'il était intouchable. Alors, j'ai tenté une astuce simple. J'ai accédé à la page de connexion du portail client du cabinet. Pour le nom d'utilisateur, j'ai tapé son adresse email. Pour le mot de passe, j'ai tapé Carter 1. L'écran s'est chargé. Accès accordé. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, dégoûté. Son mot de passe était son propre nom et le chiffre 1. C'était pathétique. J'ai navigué à travers ces grands livres internes. Les chiffres étaient catastrophiques. Il avait besoin d'au moins un demi-million de dollars juste pour éviter la faillite et empêcher que sa licence d'avocat ne soit révoquée. Il était acculé, et un animal acculé est dangereux. J'ai imprimé les grands livres, les ai mis dans un fichier sécurisé sur mon disque dur crypté, et me suis déconnecté. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que la bombe n'explose. Un père normal aurait appelé sa famille, admis ses échecs et demandé de l'aide. Un homme humble aurait réduit son train de vie, vendu la grande maison et recommencé à zéro. Mais Carter n'était pas un père normal, et il n'était certainement pas humble. Quelques semaines plus tard, je suis allé chez mes parents pour récupérer de vieilles boîtes que j'avais laissées dans le grenier. La maison était calme. La Porsche de Carter n'était pas dans l'allée, alors j'ai supposé qu'ils étaient sortis. Je me suis laissé entrer avec mon ancienne clé. Alors que je passais devant les lourdes portes en chêne du bureau de Carter, j'ai entendu des voix. La banque a rejeté la prolongation du prêt, Vivien. Nous n'avons plus d'option. C'était Carter. Il avait l'air épuisé, désespéré. Je me suis arrêté net, le dos appuyé contre le mur dans le couloir. Et Julien, a demandé Vivien, sa voix tremblante. Peut-il demander à certains de ses amis investisseurs? Carter a ricané bruyamment. Julien n'a pas d'amis investisseurs. C'est un idiot qui vient d'acheter une Ferrari avec ma ligne de crédit. La banque menace de saisir cette maison, Vivien. Si le barreau découvre les fonds des clients, j'irai en prison. Le silence a plané. Puis ma mère a parlé à nouveau. Sa voix est tombée dans un chuchotement sinistre. Et Mason? Mon cœur a martelé ma poitrine. Mason ne me donnera pas un sou, a grogné Carter. Il est trop radin. Il est assis sur des millions de l'héritage de sa grand-mère, vit comme un rat dans cet appartement du centre-ville, et il n'aidera même pas son propre père. Je n'ai pas dit que nous devions lui demander, a dit froidement Vivien. Je dis que Mason n'agit pas normalement ces derniers temps, Carter.
Il est retiré. Il ne socialise pas. Il travaille à des heures étranges. Il est clairement déprimé, peut-être même délirant. J'ai fermé les yeux très fort. Je savais exactement où elle voulait en venir. S'il est légalement incapable, a poursuivi Vivien en douceur. En tant que son plus proche parent, vous auriez le pouvoir. Vous pourriez prendre le contrôle du fonds fiduciaire. Vous pourriez gérer l'héritage pour son bien. Nous pourrions sauver la maison, sauver votre entreprise et obtenir à Mason l'aide dont il a besoin. Carter n'a pas objecté. Il n'a pas dit « Non, c'est mon fils. Je ne ferai pas ça ». Au lieu de cela, j'ai entendu le bruit de glaçons cliquetant contre un verre. Le docteur David me doit une faveur, a dit lentement Carter. Je l'ai sorti de cette affaire de faute professionnelle compliquée il y a 5 ans. C'est un psychiatre agréé. S'il signe un affidavit déclarant que Mason est un danger pour lui-même, nous appelons la police, a terminé Vivien. Une garde à vue 5150. 3 jours en hôpital psychiatrique. Assez longtemps pour que vous déposiez une tutelle d'urgence auprès du juge Samuel. Je ne pouvais plus écouter. Je me suis éloigné silencieusement, mes chaussures à semelles en caoutchouc ne faisant aucun bruit sur le parquet. Je me suis glissé par la porte d'entrée et j'ai marché jusqu'à ma voiture. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une rage si pure et si blanche qu'elle me brûlait la gorge. Mes propres parents, ma mère et mon père, complotaient pour m'enfermer dans un hôpital psychiatrique, me priver de mes droits humains et voler mon héritage juste pour payer leurs propres erreurs cupides. Ils pensaient que j'étais faible. Ils pensaient que j'étais un petit garçon silencieux et passif qui s'effondrerait et se rendrait. Ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. Ils voulaient une guerre. J'allais leur donner un massacre. Cela s'est passé un mardi. La pluie tombait à verse, battant contre les fenêtres de mon appartement. J'étais assis à mon îlot de cuisine à 23h30, buvant du café noir et effectuant une analyse de données complexe pour un nouveau client technologique. Mon appartement était impeccable, calme et tout à fait normal. Soudain, un lourd et agressif coup a retenti à ma porte d'entrée. Ce n'était pas un coup amical. C'était le genre de coup qui exigeait l'entrée. J'ai froncé les sourcils, enregistrant mon travail sur l'ordinateur portable. J'ai marché jusqu'à la porte et j'ai regardé par le Judas. Dans le couloir faiblement éclairé se tenaient 2 policiers. L'un d'eux avait la main posée près de sa ceinture de service. J'ai déverrouillé le pen dormant et j'ai ouvert la porte. « Puis-je vous aider, officier ?» ai-je demandé, en gardant ma voix calme et polie. L'officier le plus âgé, un homme avec une épaisse moustache et une plaque nominative indiquant Wyatt, m'a regardé de haut en bas. Ses yeux ont filé derrière mon épaule, scrutant mon appartement à la recherche de signes de chaos. Mason Caldwell. Oui, c'est moi. L'officier Wyatt a sorti un document jaune plié de sa poche de veste. Monsieur Caldwell, nous avons reçu un appel d'urgence de votre famille. Nous avons un ordre d'internement psychiatrique involontaire 5150 signé par un médecin agréé. Nous avons besoin que vous sortiez dans le couloir et que vous nous suiviez. L'air a quitté mes poumons. Même si je savais qu'il préparait quelque chose, entendre les mots à haute voix, c'était comme recevoir un coup de massue en pleine poitrine. Un internement 5150. Ils l'avaient vraiment fait. Ils avaient vraiment tiré la gâchette. Un internement psychiatrique, ai-je répété, en veillant à garder mes mains visibles et ouvertes. Officier, je vous assure qu'il y a eu un malentendu énorme. Je vais parfaitement bien. Le jeune officier s'est avancé, le visage sévère. Monsieur, l'affidavit stipule que vous souffrez de graves délires, que vous êtes une menace pour votre propre sécurité, et que vous avez manifesté un comportement violent erratique. Nous ne voulons pas d'ennui. S'il vous plaît, venez tranquillement à l'hôpital pour une évaluation. Comportement violent ? Je n'avais pas élevé la voix depuis 3 ans. Puis-je voir le document, s'il vous plaît, ai-je demandé. Wyatt a hésité, puis m'a tendu le papier. J'ai lu les mots terrifiants imprimés sur l'entête officielle. Le patient présente une schizophrénie paranoïde sévère. Des délires financiers graves. Risque immédiat d'automutilation. Recommandation, internement involontaire de 72 heures. S'il me prenait ce soir, Carter serait devant un juge dès demain matin. Il bloquerait mes comptes. Il drainerait mon héritage. Je serais piégé dans une pièce stérile, bourré de sédatifs,
tandis que ma famille démantèlerait ma vie. J'ai senti une sueur froide perler sur mon cou. J'étais au bord de l'abîme. Un faux pas, une voix élevée, un signe de panique, et les flics me plaqueraient au sol et me traîneraient avec des menottes. Ce serait toute la preuve dont Carter aurait besoin pour montrer au tribunal que j'étais dérangé. J'ai pris une lente et profonde inspiration. J'ai laissé le côté analytique et forensique de mon cerveau prendre le contrôle complet. « Officier Wyatt », ai-je dit, ma voix calme, professionnelle et entièrement rationnelle. « Je comprends que vous ne faites que votre travail, mais s'il vous plaît, regardez-moi. Regardez mon appartement. » Je me suis écarté, montrant du doigt le salon bien éclairé et parfaitement organisé. Je suis actuellement en pleine conférence téléphonique avec des clients d'outre-mer. Je ne bois pas. Je ne prends pas de drogue. Ce rapport est une fabrication malveillante déposée par mon père, qui est actuellement en faillite et essaie de s'emparer du fonds fiduciaire de mon grand-père. Wyatt a froncé les sourcils, regardant mon appartement propre, l'ordinateur portable allumé avec des graphiques financiers et mon calme. Il a regardé le papier jaune, puis m'a regardé. Il commençait à douter de l'appel. « Monsieur », a dit lentement Wyatt. « Un médecin a signé ceci. Le docteur David Miller. » J'ai hoché la tête. Le docteur David Miller est le partenaire de golf de mon père. Je n'ai pas vu le docteur Miller depuis 7 ans. Je peux le prouver. J'ai demandé aux officiers si je pouvais prendre mon ordinateur portable. Wyatt a hoché la tête, me gardant à l'œil. Je me suis dirigé vers l'îlot de cuisine, j'ai tourné l'ordinateur portable et j'ai ouvert mon logiciel de sécurité domestique. J'ai des caméras activées par le mouvement à ma porte d'entrée et à l'intérieur de mon salon, ai-je expliqué, en cliquant sur la souris. Vous pouvez consulter les images des 6 derniers mois. Vous ne trouverez pas un seul cas de comportement violent, d'automutilation, ou de quiconque nommé docteur David Miller entrant dans cet appartement pour m'évaluer. Le jeune officier s'est penché en regardant l'écran. De plus, ai-je dit, ouvrant un fichier audio crypté, mon père est un avocat nommé Carter Caldwell. Il est actuellement en situation d'insolvabilité salariale. J'ai un enregistrement audio d'il y a 3 semaines, capturé en toute sécurité, où lui et ma mère discutent activement de l'utilisation d'une fausse retenue 5150 pour obtenir une procuration et voler mon héritage. J'ai appuyé sur lecture. La voix claire et reconnaissable de mon père a rempli la pièce. Le docteur David me doit une faveur. S'il signe un affidavit déclarant que Mason est un danger pour lui-même, nous appelons la police. Une retenue 5150. La mâchoire de l'officier Wyatt s'est contractée. Il a regardé son partenaire. Le jeune flic a secoué la tête avec dégoût. Falsifier un rapport de police et contrefaire une retenue psychiatrique médicale était un grave crime. Monsieur Caldwell, a dit Wyatt, son ton passant de l'autoritaire à la sympathie. Je suis incroyablement désolé de vous avoir dérangé. Il s'agit clairement d'une affaire civile, et franchement, cela ressemble à de l'extorsion. Nous ne vous emmenons nulle part. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas retenir. Merci, officier. J'apprécie votre professionnalisme. Wyatt a repris le papier jaune. Je vais déposer un rapport à ce sujet. Falsifier un 5150 est un crime. Si vous voulez porter plainte contre le docteur Miller et votre père, je témoignerai personnellement. Pas encore, ai-je dit doucement. Je gère mes propres audits, mais je garderai votre carte. Les officiers sont partis. J'ai verrouillé la porte et j'ai appuyé mon front contre le bois frais. Mon cœur battait si vite que je me sentais étourdi. Ils avaient essayé de m'enfermer dans une cage. Ils avaient essayé de m'effacer. Je suis retourné à mon ordinateur portable et j'ai vu un email non lu dans ma boîte de réception secondaire. Il provenait d'un détective privé que j'avais engagé une semaine auparavant pour surveiller Julian. L'email contenait des photos. Julian, souriant, signant des papiers chez un concessionnaire automobile haut de gamme, prolongeant le prêt de sa Ferrari. Joint, il y avait un message texte intercepté de Julian à Carter. Assure-toi que le psychopathe soit enfermé ce soir. Le paiement de la Ferrari est du vendredi. Ne me déçois pas, papa. Julian n'était pas un simple spectateur. Il était le cerveau. Il poussait Carter à me détruire juste pour pouvoir garder sa stupide voiture de sport. J'ai attrapé mon téléphone.
Je devais savoir s'il restait une once d'humanité dans la femme qui m'avait mis au monde. J'ai composé le numéro de portable de ma mère. Il était 1h du matin. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Sa voix était haletante et faussement paniquée. Mason. Oh mon Dieu. Mason, où es-tu? Es-tu à l'hôpital? La police nous a appelés. Ils ont dit que tu faisais une crise. Maman, je l'ai interrompue. Ma voix était glaciale. Les flics sont partis. Je suis assis dans mon appartement. Je leur ai montré l'enregistrement audio de toi et papa en train de planifier tout ça. Silence mortel à l'autre bout du fil. La fausse panique a instantanément disparu. Mason, a dit Vivien, sa voix tombant dans ce ton bas et manipulateur qu'elle utilisait toujours. Écoute-moi. Tu es confus. Tu es malade. Ton père essaie juste de te protéger de toi-même en falsifiant un internement psychiatrique, ai-je demandé en serrant le téléphone. En essayant de m'enfermer pour que tu puisses voler mon héritage afin de payer la Ferrari de Julien? Comment oses-tu, a sifflé Vivien. Julien est ton frère. Il a des difficultés. L'entreprise de ton père a un petit problème de trésorerie. Oui, mais nous sommes une famille. Nous partageons nos fardeaux. Tu es assis sur des millions de dollars à ne rien faire, alors que nous perdons le sommeil à cause des factures. Tu es égoïste, Mason. Tu as toujours été un garçon froid et ingrat. Une douleur physique a éclaté dans ma poitrine, mais je l'ai forcé à disparaître. Alors pour avoir l'argent, tu as décidé de détruire ma vie? Tu as décidé de dire au monde que j'étais fou? Vivien a commencé à pleurer, les fausses larmes instrumentalisées qu'elle utilisait pour gagner chaque dispute. Nous avons juste besoin de l'argent, Mason. S'il te plaît, signe la procuration à ton père. Laisse Julien gérer la fiducie. Nous veillerons à ce que tu sois pris en charge. S'il te plaît, ne détruis pas cette famille. Elle me blâmait en fait. Elle essayait de me faire sentir coupable d'avoir survécu à leur tentative d'assassinat. Tu as détruit cette famille, maman, ai-je dit doucement. Et maintenant, je vais te détruire. J'ai raccroché le téléphone. Je n'ai pas bloqué son numéro. J'ai juste posé le téléphone face contre terre sur le comptoir. Le dernier petit morceau d'amour que j'avais pour mes parents est mort à ce moment précis. Il s'est flétri en poussière et s'est envolé. Je n'étais plus un fils. J'étais un auditeur, et le bilan de ma famille était profondément dans le rouge. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai préparé une autre cafetière, ouvert mes disques durs cryptés, et commencé à esquisser le plan de leur destruction totale. Si Carter voulait jouer à des jeux juridiques à enjeux élevés, j'allais lui montrer comment un expert comptable judiciaire joue la partie. Le lendemain matin, j'ai retrouvé mon meilleur ami et associé, Nathan, dans un restaurant tranquille du centre-ville. Nathan était un brillant stratège d'entreprise, le genre de gars qui pouvait trouver une faille juridique dans un mur de briques. C'était aussi la seule personne en qui j'avais confiance. J'ai glissé un dossier cartonné sur la table collante du restaurant. Nathan l'a ouvert, parcourant le document 5150 falsifié, les grands livres financiers du cabinet de Carter et les photos de la Ferrari de Julien. Nathan a sifflé doucement, prenant une gorgée de son café. Waouh, ton père est une sacrée ordure. Falsifier un internement psychiatrique, Mason, tu pourrais porter ça au procureur tout de suite. Il perdrait sa licence d'avocat d'ici vendredi et ferait de la prison. Trop vite, ai-je dit, fixant la rue pluvieuse par la fenêtre. La prison, c'est trop facile. Si je le dénonce, il joue au martyr. Il passe aux nouvelles, pleure sur son fils malade qu'il a piégé et dépose le bilan. Il échappe à la dette. Julien garde la voiture. Vivien joue la victime. Non. J'ai regardé Nathan. Mes yeux étaient très sérieux. Je ne veux pas seulement qu'il soit radié du barreau. Je veux lui prendre tout ce qu'il valorise. Je veux l'entreprise. Je veux la maison. Je veux les voitures. Je veux l'humilier si profondément qu'il ne pourra plus jamais regarder personne de haut. Nathan a souri. C'était un sourire dangereux et prédateur. D'accord, je t'écoute. Quelle est la stratégie? Nous allons créer une nouvelle société holding, ai-je dit, sortant un nouveau bloc-notes légal aujourd'hui. Accélérons le processus via le Delaware. Cachons la structure de propriété derrière deux SARL écrans.
Anonymat total. Comment l'appelons-nous, a demandé Nathan, en cliquant sur son stylo. Vanguard Holdings, ai-je répondu. Vanguard sera une société de capital investissement, et le premier acte commercial officiel de Vanguard sera l'acquisition de dettes toxiques dans le secteur juridique. Nathan a arrêté d'écrire. Il a levé les yeux vers moi, les yeux grands ouverts en réalisant ce que je suggérais. Mason, tu veux acheter la dette de ton père? Pas seulement l'acheter, ai-je dit. Je veux le posséder. J'ai embauché le détective Gray, un enquêteur privé. Il a découvert que Carter était en défaut de paiement sur un prêt massif auprès de la First National Bank. La banque se préparait à exiger le remboursement du prêt et à saisir les actifs du cabinet. Carter était désespéré pour une bouée de sauvetage. Nous allions lui jeter une enclume déguisée en bouée de sauvetage. Nous avons passé les 4 heures suivantes à établir la structure de l'entreprise. Nous avons enregistré Vanguard Holdings. J'ai viré 3 millions de dollars de l'héritage de ma grand-mère sur les comptes d'exploitation de Vanguard. Je ne gaspillais pas l'argent. Je l'investissais dans le karma. À midi, Vanguard était une entité juridique réelle et légalement contraignante. À 14 heures, j'avais un rendez-vous avec le directeur de la First National Bank. Le directeur de la banque s'appelait Matthew. C'était un homme dégarni dans un costume bon marché, qui avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Quand je suis entré dans son bureau, représentant Vanguard Holdings, il m'a regardé avec scepticisme. Mais quand je lui ai montré la preuve des fonds, son attitude a complètement changé. « Monsieur Caldwell, a dit Matthew, transpirant nerveusement. Je dois être honnête. Le portefeuille de dette de Caldwell & Associates est un déchet toxique. Carter Caldwell est complètement inconstant. Il manque des paiements. Il menace mes agents de près de poursuites judiciaires, et son entreprise est pratiquement insolvable. Pourquoi un groupe de capital investissement voudrait-il acheter cette ordure? Vanguard voit le potentiel dans les actifs en difficulté. J'ai menti en douceur, assis confortablement dans le fauteuil en cuir. Nous nous spécialisons dans la restructuration agressive. Nous sommes prêts à acheter l'intégralité du portefeuille de dette, tous ses prêts, ses lignes de crédit, le prêt hypothécaire sur son équipement de bureau, à 90 cents sur le dollar, en espèces aujourd'hui. Matthew avait l'air de vouloir pleurer de joie. C'était le traître inattendu dans la vie de Carter. Le gars qui souriait à Carter mais était prêt à le vendre à un étranger en un clin d'œil juste pour vider sa propre feuille de calcul. Je ferai rédiger les papiers de transfert immédiatement, a dit Matthew, me serrant la main vigoureusement. En 48 heures, la transaction était terminée. La First National Bank était hors jeu. Vanguard Holdings était désormais le seul créancier de Caldwell et Associés. Chaque ordinateur, chaque bureau, chaque dossier client dans le bureau de mon père avait légalement un privilège dessus, détenu par moi. Mais je connaissais Carter. S'il découvrait que sa dette avait été vendue à une corporation sans visage, il pourrait paniquer et déposer le bilan en vertu du chapitre 11 pour se protéger. J'avais besoin qu'il soit à l'aise. J'avais besoin qu'il soit arrogant. J'avais besoin qu'il pense qu'il était en train de gagner. Alors, j'ai demandé à Nathan, agissant en tant que directeur des opérations de Vanguard, de téléphoner à Carter. Nathan a raconté à Carter un conte de fées. Il a dit à Carter que Vanguard était un groupe d'investisseurs providentiels cherchant à soutenir des avocats agressifs et de haut niveau. Il a dit à Carter que Vanguard admirait son esprit juridique et voulait injecter de nouveaux capitaux dans son cabinet pour l'aider à se développer. Carter a mordu à l'hameçon. Son énorme ego ne lui permettait pas de se demander pourquoi une entreprise mystérieuse voulait lui donner de l'argent. Il a simplement supposé que l'univers reconnaissait enfin son génie. 2 jours plus tard, Nathan a envoyé le contrat au bureau de Carter. C'était une proposition d'injection de 650 000 $ en espèces. Cela ressemblait à un investissement standard en capital investissement, mais le diable était entièrement dans les détails. J'ai rédigé le contrat moi-même. J'ai utilisé ma connaissance du droit des sociétés pour enterrer un piège mortel massif dans les petits caractères. Paragraphe 12, section B. C'était une clause de sûreté croisée combinée à une garantie personnelle. Elle stipulait essentiellement que si la société manquait à ses obligations de prêt, ou si le garant Carter commettait un acte d'indignité morale ou de dénigrement public envers Vanguard ou ses agents, la dette s'accélérerait instantanément. Cela signifiait que l'intégralité des 650 000 $
plus toutes les anciennes dettes que Vanguard avait rachetées à la banque, seraient dues dans les 24 heures. Et en raison de la garantie personnelle, si l'entreprise ne pouvait pas payer, Vanguard avait le droit de saisir les biens personnels de Carter, sa pension, sa maison, les bijoux de Vivien, et surtout, la précieuse Ferrari de Julian, pour laquelle Carter s'était porté co-signataire. J'étais assis dans mon appartement, regardant le portail numérique sécurisé. J'ai vu la notification apparaître. Document ouvert par ses points cales. 10 minutes plus tard, une autre notification. Document signé. Il ne l'a même pas lu. Il n'a pas demandé à son avocat, Ellie, de revoir les clauses. Carter était si aveuglé par sa propre cupidité. Si désespéré pour l'argent qu'il a juste fait défiler jusqu'en bas et a posé sa signature numérique sur son propre arrêt de mort. J'ai autorisé le virement bancaire. 650 000 $ ont atterri sur le compte d'exploitation de Carter. Qu'a-t-il fait de l'argent? A-t-il payé les employés qu'il devait? A-t-il réglé les poursuites pour faute professionnelle? Non. Mon enquêteur privé, Gray, m'a envoyé des photos le lendemain. Carter a utilisé l'argent pour payer une rénovation massive de son vestiaire de club de golf pour impressionner ses amis. Il a acheté un collier de diamants à Vivien. Il a payé les frais de retard sur la Ferrari de Julian. Il faisait la fête avec mon argent. Il célébrait sa victoire, complètement inconscient qu'il venait d'enrouler un nœud coulant en titane autour de son propre cou et de me donner la corde. Avec le piège financier tendu, je devais sécuriser le champ de bataille physique. Le cabinet d'avocats de Carter louait tout le 3e étage d'un vieil immeuble historique du centre-ville appelé le Méridien. C'était une structure en briques vieillissantes, un peu délabrée, mais avec de bonnes bases. Carter se plaignait toujours du bâtiment, le qualifiant de taudis, mais il restait car le loyer était bon marché. J'ai contacté un agent immobilier commercial nommé Luc. J'ai demandé à Luc d'approcher le propriétaire du Méridien au nom de Vanguard Real Estate, une filiale que j'avais créée. Nous avons fait une offre en espèces, 20% au-dessus de la valeur marchande. Le propriétaire a accepté immédiatement. En un mois, Vanguard possédait le bâtiment. Je possédais le bâtiment. J'ai renvoyé l'ancienne société de gestion immobilière paresseuse et embauché une nouvelle équipe stricte et agressive. J'ai dépensé un demi-million de dollars pour rénover le hall, améliorer les systèmes de sécurité et réparer les ascenseurs. Mais la rénovation la plus importante était celle du dernier étage, la suite Penthouse. J'ai vidé le Penthouse et construit un immense bureau moderne et un espace de vie ultramoderne pour moi-même. Il avait des fenêtres du sol au plafond, des serrures biométriques et un ascenseur privé. J'ai déménagé de mon petit appartement pour m'installer au Méridien. Je vivais littéralement juste au-dessus de la tête de mon père. Je me tenais à ma fenêtre avec une tasse de café, regardant la rue en contrebas. Chaque matin à 8h30, je regardais Carter arriver dans sa BMW. Je le regardais aboyer des ordres au valet. Je l'ai vu entrer dans le bâtiment comme s'il en était le propriétaire. Il n'avait aucune idée que le toit au-dessus de sa tête, le sol sous ses chaussures en cuir italien, et même la climatisation qu'il respirait, appartenaient tous au fils qu'il avait tenté d'enfermer dans un asile. Pour le jeter hors de ma piste, j'ai gardé une petite boîte aux lettres dans le hall, unité 4B. Ce n'était qu'une boîte de dépôt, mais si quelqu'un regardait l'annuaire de l'immeuble, on aurait dit que Mason Caldwell n'était qu'un humble locataire louant un petit studio à l'arrière. La scène était complètement prête. Les pièces étaient parfaitement positionnées sur l'échiquier. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'attendre qu'il fasse un mouvement. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 2 mois après que Vanguard ait racheté sa dette, Carter a déposé une requête devant le tribunal de la famille. Il a demandé une tutelle d'urgence, affirmant que j'étais mentalement incompétent et inapte à gérer l'héritage de ma grand-mère. Il a joint une nouvelle lettre falsifiée du docteur David. Il tentait sa dernière prise désespérée pour mon argent. Il pensait qu'il me menait à l'abattoir. Il ne savait pas qu'il entrait dans une salle d'audience où je possédais le marteau du juge, le bâtiment et son existence entière. Ce qui nous ramène à cette salle d'audience où le juge Samuel regardait mon père par-dessus le bord de ses lunettes. Posant la question qui allait mettre fin à la vie de Carter telle qu'il la connaissait. Vous ne savez vraiment pas qui il est, n'est-ce pas? Les mots du juge Samuel planaient dans l'air comme une guillotine attendant de tomber. Il venait de demander à mon père s'il savait vraiment qui j'étais. Carter était complètement déraillé. Son discours soigneusement répété sur ma prétendue folie mourut dans sa gorge.
Carter ricana, un son nerveux et dédaigneux. Il rajusta sa cravate en soie, essayant de reprendre son autorité dans la pièce. Votre honneur, je sais exactement qui il est. C'est mon fils. C'est un jeune homme malade et instable qui vit dans la misère. Avez-vous vu l'adresse sur son courrier? Il vit au Méridien. C'est un tas de briques en ruine au centre-ville. Il refuse de laisser sa propre mère lui rendre visite parce qu'il a honte de la façon dont il vit. C'est un studio dans un immeuble qui a probablement des rats dans les murs. Il ne peut même pas se permettre un portier. Et vous attendez de moi que je croie qu'il est compétent pour gérer un héritage de plusieurs millions de dollars? Je me suis mordu l'intérieur de la joue pour garder mon expression complètement neutre. Le Méridien. Il l'a appelé un tas de briques en ruine. Je l'ai appelé un projet de restauration historique. Et il avait raison à propos des rats quand j'ai acheté l'immeuble pour la première fois il y a 6 mois. Mais j'ai engagé les exterminateurs. J'ai engagé les entrepreneurs. J'ai rénové le hall et j'ai pris tout le dernier étage pour moi. Ils pensaient que j'étais un locataire de l'unité 4B. Ils ne savaient pas que le 4B n'était que la boîte aux lettres que je gardais pour le dépister. Il se tenait là, la poitrine haletante, triomphant. Il pensait avoir porté le coup fatal. Il pensait m'avoir démasqué comme un imposteur. Il ne réalisait pas qu'en insultant le tas de briques en ruine, il venait d'insulter son propre propriétaire en pleine audience. Le juge Samuel a lentement retiré ses lunettes de lecture. Il n'avait plus l'air en colère. Il avait l'air ennuyé. Et c'était tellement pire pour Carter. Monsieur Caldwell, a dit le juge, sa voix calme et dangereusement posée. Je ne vous avertirai plus de vos éclats. Mais Carter était déjà au-delà de toute raison. La réalité de la situation était trop dévastatrice pour que son ego l'accepte. Il pensait avoir trouvé le défaut ultime dans mon plan. Un sourire maniaque et dérangé commença à se répandre sur son visage. « Attendez une minute, dit Carter, sa voix montant dans un ton bizarre et triomphant. « Attendez juste une minute. Je vois ce que c'est. Tu pensais que tu étais si intelligent, n'est-ce pas, Mason ?» Carter éclata de rire. C'était un son mouillé et les qui rebondit sur les boiseries, lui arrachant le tout dernier lambeau de dignité qui lui restait. Il regarda le juge Samuel avec une sorte de pitié condescendante, généralement réservée à un enfant confus. « Votre honneur, mon fils vient d'admettre une violation réglementaire massive en audience publique, déclara Carter, lissant sa cravate d'une main tremblante. Il vient de nous offrir la victoire. Ellie émit un son comme un animal mourant. Il saisit la manche de Carter, ses jointures devenant blanches. Carter, siffla-t-il, sa voix tremblant si fort qu'elle était audible. 3 se dressèrent dans la galerie. Carter, arrête de parler. Ne fais pas ça. S'il te plaît, assieds-toi. Tais-toi, Ellie, claqua Carter. Il tourna toute son attention vers moi, les yeux écarquillés et sauvages. Espèce de gamin stupide. Tu as essayé de faire le gros bras, mais tu n'as pas fait tes devoirs. Tu n'es pas avocat, Mason. Tu n'es qu'un simple comptable glorifié. Et selon l'American Bar Association, la règle 5.4, les non-avocats ne peuvent détenir de part dans un cabinet d'avocats. C'est strictement illégal. Carter claqua sa main sur la table, se penchant en avant comme s'il prononçait un plaidoyer final devant un jury. Tu ne peux pas posséder mon cabinet. Le contrat entier est nul. Tu viens d'enfreindre la loi pour faire semblant d'être important. Je vais te faire enquêter pour fraude. Je te prendrai chaque centime de cet héritage que tu as volé à Julian et à moi, et je te verrai derrière les barreaux. Il leva les yeux vers le juge, vibrant pratiquement de victoire. Rejetez cette fausse société, votre honneur. La règle 5.4 me protège. Il n'est pas mon patron. C'est un criminel. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bronché. J'ai laissé ces mots résonner dans la pièce silencieuse. Je l'ai laissé savourer le sommet absolu de sa fausse victoire. Puis je me suis penché en avant, posant mes coudes sur la table de la défense. Pour la première fois ce matin, j'ai parlé. Vous avez raison, Carter, ai-je dit doucement, ma voix parfaitement calme. Le sourire maniaque de Carter s'est élargi. Il pensait que je me rendais. Je me suis levé. J'ai marché lentement autour de la table de la défense, mes talons claquant sur le parquet avec un son rythmique délibéré.
Ellie a reculé sur sa chaise en m'approchant, serrant sa mallette contre sa poitrine comme un bouclier, mais Carter n'a pas reculé. Il bombait le torse, s'accrochant désespérément à son illusion qu'une technicalité juridique le sauverait. Je me suis arrêté juste devant lui. J'étais assez près pour sentir l'odeur du scotch éventé de la veille sur son haleine, assez près pour voir la forte sueur perler sur sa lèvre supérieure. « Je ne peux pas détenir de part dans votre cabinet d'avocat, ai-je dit, ma voix coupant l'air vicié de la salle d'audience comme un scalpel. Je connais la règle 5.4. J'ai mémorisé les règles modèles de l'ABA avant même de déposer les documents pour créer Vanguard. Mais vous n'avez pas lu le contrat que vous avez signé le mois dernier, n'est-ce pas? Le sourire de Carter a vacillé. Une minuscule lueur de doute a traversé ses yeux. De quoi parlez-vous? Vous avez acheté le cabinet. Je n'ai pas investi en vous, Carter. J'ai dit froidement et clairement. J'ai acheté votre dette. J'ai fait signe au juge. Le juge Samuel a hoché la tête et m'a tendu l'épais dossier des accords de prêt. J'ai jeté le lourd dossier sur la table juste devant Carter. Il a atterri avec un bruit sourd. Il y a 2 ans, vous vous noyiez, ai-je poursuivi, marchant lentement devant lui. 3 banques avaient rejeté vos demandes de prêt. Vous étiez complètement insolvable en termes de salaire. Vous étiez sur le point de perdre votre licence pour avoir mélangé des fonds de clients avec vos comptes personnels pour payer vos cotisations au club de golf. Vous avez perdu cette énorme bataille pour la garde parce que vous étiez trop occupé à jouer au golf pour déposer les documents. Vous étiez un homme mort en sursis. Le visage de Carter tressaillit violemment. C'était temporaire, un problème de trésorerie. Ce n'était pas des capitaux propres, dis-je d'un ton égal, le fixant droit dans les yeux. C'était l'insolvabilité. Vanguard a racheté votre prêt bancaire, votre ligne de crédit et la garantie sur votre équipement de bureau. Ensuite, nous vous avons accordé 650 000 $ sur une base garantie prioritaire. Je ne suis pas votre partenaire commercial, Carter. Je suis votre créancier garanti de premier rang. Je ne possède pas votre cabinet. Je possède la garantie. Ellie s'est pris la tête dans les mains. Il avait parfaitement compris. Chaque chaise, chaque ordinateur portable, chaque dossier client m'appartient si vous faites défaut sur le prêt, ai-je dit. Je me suis penché, j'ai ouvert le contrat sur la table et j'ai montré une section spécifique surlignée. Paragraphe 12, section B, défaut sur le caractère. C'est une clause standard de turpitude morale et de dénigrement. Insulter votre garant ou remettre en question sa compétence lors d'une audience publique enregistrée déclenche une accélération immédiate de la dette. J'ai tapoté le papier. Vous venez de passer les 20 dernières minutes à me traiter de mentalement incompétent. Une honte et une fraude sur le dossier officiel du tribunal. Vous avez fait défaut. Le prêt est dû. Tout. J'ai regardé ma montre. Tout de suite. Le visage de Carter s'est vidé de sa dernière goutte de couleur. Il avait l'air de vouloir vomir. Je n'ai pas cet argent. Vous savez que je n'ai pas cet argent. J'ai 12 000 $ sur le compte d'exploitation et une carte de crédit à découvert. Je me suis tourné vers le juge. Votre honneur, en tant que propriétaire unique de Vanguard Holdings, j'appelle officiellement le prêt. Je demande une ordonnance d'exécution immédiate pour saisir tous les actifs corporatifs de Caldwell & Associates afin de satisfaire la dette. Ellie s'est levée, la voix tremblante. Votre honneur, s'il vous plaît. S'il prend l'équipement et les dossiers, le cabinet meurt aujourd'hui. Mes clients seront ruinés. J'accepte votre démission, Ellie, ai-je dit sèchement sans le regarder. Carter a finalement explosé. La façade de l'avocat police est complètement brisée. Il ressemblait à un animal pris au piège. Il a attrapé son téléphone sur la table, ses pouces volant sur l'écran. J'avais prévu ça, a crié Carter, sa voix craquant d'hystérie. Je savais que tu complotais une prise de contrôle. J'ai une sécurité de serveur. Je dépose le bilan en vertu du chapitre 7 en ce moment. La barre de progression est littéralement sur mon écran. Liquidation, suspension automatique. Tu n'auras rien, Mason. Le cabinet est mort, mais tu ne peux pas me toucher. Il s'est penché en arrière, respirant lourdement, serrant son téléphone. Échec et mat, pensait-il. La faillite protège l'entreprise des créanciers. J'ai juste secoué la tête. C'était presque triste à quel point il était prévisible.
J'ai sorti une dernière feuille de papier de ma poche intérieure de veste. La faillite protège les entreprises, Carter, ai-je dit tranquillement. Elle ne protège pas les garants. Carter a cligné des yeux, le téléphone figé dans sa main. Quoi? Vous n'avez pas lu les petits caractères, ai-je dit, en posant le papier sur son téléphone. Paragraphe 4, section C. Garantie croisée avec une garantie personnelle. Vous étiez si désespéré pour l'argent que vous avez signé une garantie personnelle. Si l'entreprise fait faillite et que les actifs ne couvrent pas la dette, le solde restant est transféré directement à votre patrimoine personnel. Un silence total et écrasant est tombé dans la pièce. Tu n'as pas fait faillite l'entreprise, Carter, ai-je dit, en portant le coup final. Tu t'es ruiné toi-même. J'ai maintenant des créances légales sur ta maison, le chalet de vacances, ta pension de retraite, ton adhésion au club de golf, et bien sûr, le prêt que tu as co-signé pour la Ferrari de Julien. Je me suis penché près de lui, pour que seul lui puisse m'entendre. Je te possède. Le juge Samuel a abattu son marteau en bois avec un claquement sec et retentissant. Cette audience est rejetée avec préjudice. La requête de tutelle est refusée. La saisie des biens pour Vanguard Holdings est accordée. Monsieur Caldwell, vous avez 24 heures pour quitter votre résidence personnelle. L'expulsion commerciale au Méridien est immédiate. Ellie a rangé sa mallette et a pratiquement sprinté hors de la salle d'audience sans dire un mot à son client. Carter est resté figé sur sa chaise, petit, stupéfait et complètement brisé. Il fixait aveuglément le mur, regardant l'illusion de son grand héritage s'évaporer dans l'air. C'est le moment qui change tout. Le moment où j'ai enfin repris le contrôle de ma vie. Merci beaucoup pour votre patience et d'être resté avec moi jusqu'à présent. Vous avez été incroyable. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et commentez-la ainsi dessous pour me faire savoir que vous êtes arrivé jusqu'ici. Non seulement cela aide plus de gens à trouver cette histoire, mais cela me fait aussi savoir que mes expériences signifient vraiment quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager le reste de ce voyage. Je suis sorti de la salle d'audience sans me retourner. Mes chaussures claquaient sur le marbre du couloir, un rythme régulier de clôture. Je n'ai pas ressenti une énorme poussée d'adrénaline ou un triomphe écrasant. J'ai juste ressenti un soulagement. Le poids lourd et suffocant qui pesait sur ma poitrine depuis 29 ans avait enfin disparu. La tumeur avait été complètement excisée. Ce soir-là, je me tenais dans le hall de l'immeuble Méridien avec 2 gardes de sécurité armés et un serrurier commercial. Nous sommes montés en ascenseur au 3e étage. Les portes vitrées de Caldwell & Associates étaient verrouillées, mais à l'intérieur les lumières étaient toujours allumées. J'ai regardé sans émotion le serrurier forer la lourde serrure en laiton. La porte s'est ouverte. Le bureau était vide. Carter n'avait même pas pris la peine de revenir pour ranger son bureau personnel. Il s'était juste enfui. Je me suis dirigé vers le bureau de la réceptionniste. Au mur était fixée une lourde plaque nominative en bronze sur laquelle on lisait « Carter Caldwell, associé principal ». J'ai attrapé le bord de la plaque et j'ai tiré. Elle s'est arrachée du mur avec un craquement satisfaisant. J'ai laissé tomber la lourde plaque métallique dans une boîte de liquidation en carton sur le sol. L'équipe de liquidation s'occuperait du reste demain. Ils mettraient aux enchères les chaises en cuir, les bureaux en acajou, les ordinateurs. Je n'en tirerais aucun profit, et je m'en fichais. Les 650 000 $ que j'ai dépensés n'étaient pas un investissement commercial. C'était le prix de ma liberté absolue. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti. L'identification de l'appelant a clignoté, Julien. J'ai décroché, portant le téléphone à mon oreille, mais restant silencieux. Mason, a crié Julien au récepteur. Il semblait hystérique, complètement dérangé. Un bruit de fond indiquait qu'il se tenait à un coin de rue. Mason, qu'est-ce que tu as foutu? Un camion de remorquage vient de s'arrêter devant mon appartement. Ils ont pris la Ferrari. Ils m'ont montré un ordre de saisie avec le nom de Vanguard dessus. Tu ne peux pas faire ça. J'ai besoin de cette voiture. Tu n'as pas besoin d'une Ferrari, Julien, ai-je dit calmement. Tu as besoin d'un travail. La balade gratuite est terminée. Espèce de psychopathe vindicatif, a hurlé Julien, sa voix brisée. Papa fait une dépression. Maman fait ses valises. Ils prennent la maison, Mason.
Notre maison. Tu dois arranger ça. Appelle la banque. Dis-leur que c'était une erreur. Ce n'était pas une erreur, ai-je répondu. C'était un audit, et tes comptes sont complètement vidés. J'ai raccroché le téléphone. Une seconde plus tard, un message texte est apparu de Vivien. C'était un long bloc de texte rempli d'émojis qui pleurent. Maçonne, s'il te plaît. Tu détruis ta famille. Nous n'avons nulle part où aller. Aie pitié de ton père. Nous t'aimons. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai fixé le message. J'ai pensé à la nuit où elle avait calmement suggéré de m'enfermer dans un service psychiatrique pour qu'il puisse voler l'argent de ma grand-mère. J'ai pensé au manque total de pitié qu'elle m'avait montré. Je n'ai pas répondu. J'ai appuyé sur le bouton des paramètres de son profil de contact. Nom bloqué, supprimé. J'ai supprimé Julien. J'ai supprimé Carter. Ils n'étaient plus des membres de ma famille dans mon téléphone. Ils n'étaient que des numéros déconnectés au hasard. Je les ai effacés de ma vie numérique aussi complètement que je les avais effacés de ma vie financière. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur, suis monté aux pentouses et me suis versé un verre d'eau froide. Je me suis tenu près des immenses baies vitrées, regardant la ligne d'horizon de la ville. Les lumières de la ville clignotaient dans l'obscurité. J'ai pris une profonde inspiration, inhalant le silence absolu et ininterrompu de ma maison. Parfois, il ne faut pas détruire une famille toxique. Parfois, il suffit de leur donner assez de cordes, de reculer et de les laisser se pendre. 1 an a passé. Le temps est vraiment l'égaliseur ultime. Sans le drainage constant des manipulations de Carter et des culpabilités émotionnelles de Vivien, ma vie a accéléré d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Vanguard Holdings est passé d'une société écran conçue pour la vengeance à une société d'audit d'entreprise légitime et très rentable. Nathan et moi avons étendu nos opérations. Nous avons quitté l'immeuble Méridien et loué un immense espace commercial dans le quartier financier. Nous avons embauché un personnel de 50 comptables et analystes juridiques. Mes contrats fédéraux ont doublé. Je ne faisais plus seulement survivre. Je prospérais. Je vivais toujours dans le Penthouse au Méridien. J'aimais le bâtiment. C'était un rappel physique d'où j'avais commencé et de ce que j'avais surmonté. J'ai gardé l'unité 4B comme boîte aux lettres, juste pour l'ironie. Je passais mes week-ends à lire, voyager et, occasionnellement, à jouer des parties de golf terribles avec Nathan. Je n'ai pas acheté une flotte de voitures de sport. J'ai remplacé ma vieille berline par un SUV fiable. Mais c'était tout. La vraie richesse ne consiste pas à se montrer. Il s'agit du confort tranquille de savoir que vous n'avez jamais à demander la permission à personne pour exister. J'étais heureux. En fait, vraiment heureux. Mon esprit était vif. Ma conscience était claire, et mon cercle d'amis était petit mais farouchement loyal. Mais le karma a une drôle de façon de finaliser les formalités administratives même lorsque vous avez déjà fermé le dossier. Je n'ai pas activement cherché des informations sur mon ancienne famille. Je n'avais pas assez d'intérêt pour traquer leurs réseaux sociaux. Mais dans les cercles juridiques et financiers d'une ville, les rumeurs vont vite. 6 mois après l'incident au tribunal, j'ai croisé Élie dans un café près du palais de justice. Il avait l'air plus vieux, plus fatigué, mais beaucoup moins stressé. Il a payé mon café et nous nous sommes assis quelques minutes. Carter a été radié du barreau, m'a dit Élie, remuant son café noir. Le barreau a enquêté sur la faillite de Caldwell et Associés. Ils ont trouvé les registres où il mélangeait les fonds des clients avec ses comptes personnels. Ils lui ont retiré sa licence définitivement. Il a de justesse échappé à la prison en plaidant la pauvreté et en invoquant une grave détresse mentale. J'ai bu une gorgée de mon café. Où est-il maintenant? Il travaille dans la vente au détail, a dit Élie, secouant la tête avec incrédulité. Il vend des montres de luxe dans un grand magasin en banlieue. Vivien l'a quitté. Elle a demandé le divorce dès que la banque a saisi la grande maison. Elle a déménagé en Floride pour vivre avec sa sœur. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, elle travaillait comme réceptionniste dans une clinique dentaire. C'était logique. Vivien aimait le statut d'être l'épouse d'un avocat riche. Sans l'argent, Carter ne lui était d'aucune utilité. Et Julien, ai-je demandé. Élie a ri sombrement. Julien s'est effondré. Après que tu aies repris la Ferrari, Chloé l'a largué.
Elle a réalisé qu'il était complètement fauché. Julian a essayé de lancer une autre fausse start-up technologique, mais personne ne voulait le financer sans la signature de son père. Il travaille actuellement comme serveur dans un restaurant de steak du centre-ville et vit dans une chambre louée. J'ai hoché lentement la tête. Ce n'était pas une tragédie. C'était juste la gravité. Ils avaient construit toute leur vie sur une fondation de mensonges, de droits acquis et d'argent volé. Une fois la fondation retirée, l'effondrement était inévitable. Et quant au docteur David, le partenaire de golf qui a falsifié mes dossiers médicaux, l'officier Wyatt a tenu sa promesse. Un tuyau anonyme contenant l'enregistrement audio du complot de Carter a été envoyé au Conseil médical de l'État. La licence du docteur David a été suspendue, en attendant une enquête fédérale massive sur la fraude à l'assurance. Il ne pratiquerait plus jamais la médecine. J'ai remercié Ellie pour le café et suis retourné à mon bureau. Je n'ai pas ressenti le besoin de me vanter. Le grand livre était parfaitement équilibré. Les gens me demandent souvent si je regrette ce que j'ai fait. Ils me demandent si je me sens coupable d'avoir démantelé ma propre famille. La société nous enseigne que le sang est plus épais que l'eau. Que vous devez pardonner à vos parents, quoi qu'ils vous fassent. Mais j'ai appris une leçon très différente. Le respect est une voie à double sens et l'amour ne devrait jamais être une arme utilisée pour vous contrôler. Carter et Vivien ne me voyaient pas comme un fils. Ils me voyaient comme un distributeur automatique. Ils me voyaient comme un obstacle à leurs propres désirs égoïstes. Quand ils ont essayé de me priver de ma santé mentale et de ma liberté, ils ont rompu le contrat social de la famille. Je ne les ai pas détruits. J'ai simplement cessé d'être leur victime. J'ai utilisé les mêmes outils que Carter vénérait l'argent, les contrats et la loi O pour lui refléter sa véritable nature. Le pouvoir ne consiste pas à crier le plus fort dans une salle d'audience. Le pouvoir n'est pas une Ferrari rouge brillante ou une adhésion à un club de campagne payé avec de l'argent volé. Le vrai pouvoir est la confiance tranquille et inébranlable qui vient de savoir exactement qui vous êtes et ce que vous êtes capable de construire de vos propres mains. Le vrai pouvoir, c'est de rester impassible dans une tempête, regardant les gens qui ont essayé de vous briser s'écraser contre vos murs. Je m'appelle Mason Caldwell. Je ne suis pas une honte. Je ne suis pas mentalement incompétent. Je suis un homme qui a reconstruit sa vie sur les cendres d'un pont en flammes. Et la vue du haut du méridien est absolument magnifique. Merci d'être resté et d'avoir écouté mon histoire. Je sais que le voyage a été long, mais j'apprécie chacun de vous qui êtes resté avec moi. J'espère que cela a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. Les dynamiques familiales peuvent être incroyablement compliquées, et parfois la chose la plus difficile à faire est de s'éloigner des personnes en qui vous êtes censé avoir le plus confiance. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation similaire? Avez-vous déjà dû tracer une ligne dure pour protéger votre propre paix et votre propre avenir? Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'en lis autant que possible. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui sont arrivés à la toute fin, j'ai une demande spéciale. J'appelle cela le « Club des 1%. Si vous écoutez encore, je veux que vous alliez dans les commentaires et que vous tapiez la lettre W. W signifie « winner », gagnant. C'est un signe secret pour me faire savoir que vous faites partie de ce groupe incroyable de personnes qui ont la capacité d'attention et le cœur pour écouter une histoire du début à la fin. Vous êtes les vrais gagnants. Si vous avez apprécié l'histoire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de suivre la chaîne afin que nous puissions continuer ce voyage ensemble. J'ai beaucoup d'autres histoires à partager. D'ici la prochaine fois, restez fort, faites confiance à votre instinct, et ne laissez jamais personne vous dire ce que vous valez.